t'es touché au poumon, foie, à la rate, aux os. C'est un cancer qui est généralisé au niveau du corps. Il m'a dit, et ma soeur est décédée il y a 2 ans de ça. On va faire en sorte que vous tenez jusqu'en décembre à Noël. Imagine un jour c'est ma femme qui doit prendre ce téléphone et faire un riche pour dire que j'ai crevé. Tu vois, je l'ai eu plein de fois dans ma tête. Tu vois, mon cancer c'est une bénédiction, voilà. Mon cancer est une bénédiction. Parce qu'il y a un gars qui se lève et qui dit tiens, on va aller chatouiller ce truc là, on va aller emmerder ce truc là. Et moi c'est ça que j'aime, en gros foutre le bordel positivement. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'une seule chance d'être heureux, alors ne la gâche pas. Salut les amis, on se retrouve du coup dans un nouvel épisode de Contre-Courant. On a mis quelques mois à revenir parce qu'il fallait trouver une formule qui marchait un peu mieux. Donc je reprends le podcast complètement et je le ferai avec mes associés, donc Sixtine, Antonin et Jules. C'est Sixtine qu'on a aujourd'hui. Salut Sox. Coucou. Ça fait très plaisir de t'avoir. Et on reçoit quelqu'un que je veux recevoir depuis très longtemps. Kimil, je suis vraiment ravi de te recevoir. Je suis content d'être là et de vous revoir tous les deux. C'est vrai que ça fait tellement longtemps en plus. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu. Et moi, pour mettre un peu de contexte pour les gens qui ne savent pas qui tu es, t'es un entrepreneur de base. Et il se trouve qu'il y a un peu moins d'1 an, tu as appris que tu avais le cancer. Et tu as non seulement affronté la maladie, mais documenté le fait d'avoir affronté cette maladie. Et ça a été ma petite dose de motivation et d'inspiration quotidienne. Et je voulais vraiment te remercier pour ça. Je viens juste d'avoir 26 ans et je viens d'apprendre par mon médecin que j'ai un cancer. Je crois que c'est vraiment la pire chose que tu peux entendre à 26 ans. Et je crois que même c'est la pire chose que tu peux entendre tout court dans ta vie, peu importe l'âge. Comment ça va? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça? Carrément. Écoute, tu l'as dit du coup, entrepreneur depuis 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours kiffé. Je pensais être libre grâce à ça, on va en revenir un petit peu. Début d'année, du coup, en janvier 2024, il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande, à Koh Samui, belle maison avec madame. On attendait un enfant, elle était enceinte de genre 6 mois. Et là, je me sens mal, on décide de rentrer en France. Je te passe quelques détails. Le lendemain de mon anniversaire, le 12 février, mon docteur, il me dit, écoute, j'avais pas de docteur, médecin traitant, parce que j'étais jamais malade. Le 12 février, le docteur, il me dit, écoute, ça pue. Je fais quelques analyses, premier diagnostic, on m'annonce que je vais mourir. Ouais, on m'annonce un cancer incurable. En fait, j'ai passé Cancer de quelle partie? Oh, vache. Ce qu'on m'annonce, c'est un ostéosarcome de stade 4, et ça, c'est un cancer des os. Ok, c'est ce qu'on m'annonce au début. Vache. Et en fait, pourquoi? Parce que je passe dans un TEP scan. Donc un TEP scan, c'est un scanner avec de la médecine nucléaire. Je sors, et normalement, le médecin qui fait les scanners en médecine nucléaire ne doit pas donner de diagnostic, ne doit rien dire. Sauf que moi, j'ai besoin de savoir. Et t'avais quelques skills de négociation? J'avais quelques skills de négociation qui m'ont causé du tort, du coup, pour le coup. Et du coup, j'ai su avoir la dame. Et elle m'a assis dans un bureau, comme dans un film. Elle te prend le verre d'eau comme ça, elle te le met, elle dit asseyez-vous. Et là, elle me dit écoutez, dans votre scanner, vous êtes donc, c'est des taches noires qui ressortent, les cellules cancéreuses. Et elle me dit t'es touché au poumon, au foie, à la rate, aux os. T'as un cancer qui est généralisé au niveau du corps. Et je pense que c'est un ostéosarcome. Et elle me rajoute une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit et ma soeur est décédée il y a 2 ans de ça. Elle me dit ça comme ça. Donc je lui dis écoutez. Ouais, vache. Là, je prends une énorme claque, je me prends un énorme hypercute. Et à ce moment-là, du coup, je lui dis et ça se passe comment, etc. Elle a dit écoutez, je vais pas m'avancer, mais ça ressemble à ça. Et ça sera peut-être des soins palliatifs. On va faire en sorte que vous tenez jusqu'en décembre à Noël. Putain, ouais, donc c'est une sentence de mort, quoi. Et toi qui as ta femme qui est enceinte. Exactement, moi à ce moment-là, j'ai 26 ans. En janvier, mec, je croyais être au summum de tout. Dans le business, j'étais bien. Ouais, parce que t'avais pour lui un peu de contexte, t'avais une agence en gros de grosses et de ads pour les startups. Exactement. Et t'avais monté un module de formation qui avait cartonné, parce que nous on avait suivi, on s'était rencontrés à peu près à cette période-là, tu vois. Et qui avait vraiment cartonné, donc j'ai gagné beaucoup d'argent. Ma femme, on était super bien ensemble, super bien avec la famille. Physiquement, j'étais en forme de ouf, j'étais en Thaïlande, je faisais des combats de boxe, etc. J'étais vraiment. Tu vois, le mec qui croit qu'il a craqué le game à 26 ans. Sauf que la vie, elle te met un hypercute, elle te dit qu'il n'y a aucun game à craquer si ce n'est le tien, tu vois. Et cette dame, elle me dit ça. Donc là, je rentre dans ma voiture, je sais pas combien de temps il se passe, franchement, il se passe genre 3 heures, 4 heures, je suis devant mon volant comme ça, je prends une. Et moi, j'ai 26 ans, j'ai ma femme qui est enceinte, j'ai envie de voir ma fille naître, tu vois, elle devait naître en juin. Pas de grosse claque. Je veux pas y croire, donc je le dis à personne, sauf à mon père. Donc, je dis pas à ma femme parce que. Elle est enceinte, tu vois, je me dis, imagine. Je comprends. Je sais pas, donc je le dis pas à ma mère, je le dis à personne sauf à mon père, et je dis, écoute, on va attendre un petit peu, on va faire des analyses plus poussées. Et donc c'était. J'avais un ganglion ici qui m'ont enlevé, donc ils n'ont pas fait juste une biopsie où c'est juste une ponction, ils ont fait une extraction, pour être sûr. Et là, du coup, 2 semaines après,
mon docteur, mon hématologue officiel, il me dit écoutez, vous n'avez pas ça, vous avez un lymphome de Hodgkin de stade 4, scléro-nodulaire, pour être plus précis, et qui est un cancer qui se soigne plutôt bien. Donc moi, comme il était au stade 4, j'avais... Bon, je vous dis plutôt bien, c'est parce qu'au début, on m'avait dit que j'allais mourir. Ouais. J'étais plutôt content d'entendre ça, mais j'avais une chance sur 3 de mourir, donc 2 chances sur 3 de vivre. C'est déjà mieux. Oui, Que mais zéro chance, c'est quand même très flippant, Zéro quoi. chance, c'est quand même flippant. Et puis voilà, après... Et ta femme, elle s'est pas douté qu'il y avait quelque chose, parce que entre ces 2 semaines-là, peut-être tu devais être Si, une... elle savait que j'étais en processus pour déceler quel cancer c'est. Ah, Je lui ai d'accord. juste Ah. pas dit Ah, ok. que c'était ça. Mais elle savait, ah bah oui, on est rentré de Thaïlande pour ça. Parce que je me suis dit, t'imagines, tu lui dis rien, comment t'as réussi à jouer le jeu pendant 2 semaines Non. Moi, j'aurais pas pu, j'aurais J'étais craqué. pas bien, j'étais stressé, mais elle le savait et elle se disait que c'est parce qu'on était dans l'attente de trucs et j'ai voulu plutôt protéger mes 2 femmes de ma vie, ma femme et ma mère, de ça, tout simplement. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que, comme tu dis, tu étais vraiment dans une phase où tout s'accélérait d'un point de vue business, tu avais ta famille qui était en train de se construire, tu avais même acheté ta propre maison et tout. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu es en mode genre c'est injuste? Est-ce que tu es en mode je paye le prix de quelque chose en mode karma? Enfin, qu'est-ce qui te traverse toi l'esprit à ce moment-là? Franchement, très vite, et vraiment profondément très vite, et j'étais en mode il n'y a pas d'injustice. Et tu sais, je crois que c'est l'un des premiers ou des deuxièmes reels que je fais quand je documente mon parcours. J'étais en train de me balader à côté du centre équestre proche de chez moi et je prends mon téléphone et je dis dans la vie, on a des problèmes là où on veut dire que c'est des problèmes. Tu vois, il y a des éléments qui arrivent. Et ces éléments, je suis persuadé qu'ils sont neutres. Persuadé. Du plus petit au plus gros. Moi, le cancer, ça faisait partie du plus gros problème que j'ai jamais eu de ma vie. C'est le plus gros problème. Si je veux lui donner le mot problème. Donc, quand ça nous arrive, on a 2 choix. Soit on prend et on se dit c'est un problème. Si on se dit que c'est un problème, automatiquement on se victimise. C'est automatique. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ou alors on le prend, on se dit que c'est un élément neutre, c'est un truc comme ça. La vie, elle veut pas du bien, elle veut pas du mal. Et on en fait ce qu'on veut. Et donc, moi, très vite, j'ai su faire cette gymnastique et de me dire, ok, ça, je peux rien faire. Je peux aussi choisir de ne pas me victimiser, de me dire que c'est comme ça, that's it. Je me passe pas trop de questions, tu vois. Par contre, je peux choisir de qu'est-ce que je veux en faire. Et je me rappelle très bien appeler un très bon ami à moi et lui dire, écoute, je vais transformer cette merde en or dans tous les domaines de ma vie. Et dès le début, je l'ai pris en mode, je dois grandir. C'est soit je meurs. Oui, en mode c'est un peu une forme de rappel de réalité, en mode genre en fait on a plus t'as plus 26 ans où c'est la belle vie, c'est là t'es un daron qui est en mission, quoi, tu vois. Le rappel de réalité, ça c'est quand on m'a affiné. Le cancer, c'est plus t'as qu'une vie, t'as qu'une chance d'être heureux. L'argent, le business, ça fait partie de ta vie, mais c'est pas ta vie. Et moi j'étais grave dans le business, tu vois. Le business c'était ma vie. Ma tête, c'était, nous on est un peu comme ça. Enfin, moi je sais que sur une phase de ma vie où je suis un peu comme ça encore, hein, tu vois. Et c'est normal, tu vois, parce que ça prend, c'est prenant, tu kiffes, t'es ça, c'est super excitant, voilà. Bien sûr. Sauf que c'est pas ta vie. Ta vie, c'est de te lever, de respirer, de vivre, d'être en amour. Tu peux être en amour pour ce que t'aimes, hein, ton business, mais aussi pour toi-même, pour tes relations, etc. C'est passer du temps pour ta sœur adorée. Pour ta sœur adorée, par exemple. Vous avez l'air en amour, en tout cas, à l'extérieur. Après, à mon avis, ça se dispute. J'ai une sœur aussi, on s'est disputé plein de fois, mais en tout cas, c'est d'être, tu vois, à l'aise pour toi. Et le business, ça fait partie. Et le business, c'est aussi un bon véhicule pour avoir du temps pour soi, etc. On va en parler. Mais voilà, je comprends vraiment que le business, c'est pas ma vie et qu'il n'y a pas que le business dans la vie, surtout. Et qu'est-ce qui fait que tu documentes ça? Parce que moi, j'ai trouvé ça super courageux à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que tu le fais alors que tu n'as aucune certitude de la suite. Et donc ça veut dire que tu es concrètement en train de construire en public quelque chose de parfaitement incertain. On était au YouTube Festival hier, où tu as tous les gros youtubeurs, ce que tu veux, et tu avais une question qui était posée à Inoxtag sur scène, qui était est-ce que tu aurais publié le documentaire si jamais tu n'avais pas atteint l'Everest, tu vois? Et il a dit bah oui, de toute façon, les forfaits, donc blablabla. Mais de l'autre côté, tu te dis, c'est vrai que tu commences une aventure, tu te dis je vais battre mon cancer, mais en fait, tu n'as aucune certitude. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est est-ce que tu n'as pas cette espèce de truc, est-ce que tu as ce truc qui est tourné vers toi, en mode tu as envie de le documenter pour toi? Est-ce que tu dis j'ai envie d'envoyer la même gifle aux autres que je me suis prise moi, tu vois? Donc pour la première question, je l'ai fait naturellement. Vraiment, parce qu'en fait, du coup, j'ai créé du contenu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dans ma thématique qui était business pur, business en ligne notamment. Après, du coup, en janvier, je tombe malade. Début février, du coup, j'arrête. J'arrête de faire des reels, j'arrête de prendre mon téléphone et j'arrête tout, en fait. Et en fin février, début mars, je suis dans mon canapé, malade, je sais que j'ai un cancer et je m'emmerde
profondément, tu vois. Parce que je suis là et qu'est-ce que je fais? Et ça fait quand même partie de mon identité, de faire des choses, de créer, de prendre un téléphone, partager. Ça fait partie de moi. C'est pas tout, mais ça fait partie de moi. Et donc je prends mon tel, je tourne cette vidéo, et je me dis, cette première vidéo où je dis j'ai 26 ans et j'ai un cancer, en me disant, premièrement, j'ai envie de le faire déjà parce que, sinon qu'est-ce que je vais faire d'autre, déjà. Deuxièmement, j'ai envie de le faire parce que ça va m'apporter du soutien. De manière très... Mais bien sûr, ouais, mais t'as totalement raison. Je me dis, c'est un moyen de me créer un autre système de support. Il y a ma famille, il y a mes amis, et why not? Il y a une communauté, il y a un bête de monde autour de moi qui me suivent, tu vois, de manière c'est très juste. C'est pas égoïste, mais c'est très juste. Ouais, je comprends, mais ça je comprends complètement. Tu vois. Et après, au bout de très vite 2-3 semaines, je reçois des centaines, mais des milliers de messages par jour, des milliers de messages qui me disent, tu me fais regarder la vie différemment. Tu m'aides à prendre mieux les choses. Des malades qui me disent, je vis mieux ma maladie grâce à toi. Des gens pas malades qui me disent, j'ai compris quelque chose aujourd'hui, tu m'as permis de dire pardon à mes parents, tu m'as permis de faire du sport, tu m'as permis d'être plus aligné avec ce que je fais ou plus à l'aise avec mes collaborateurs, etc. Donc ça fait 1 mois que je crée du contenu et là je me dis putain, là c'est de l'impact, là c'est puissant. Et alors que ça fait 3 ans que je crée du contenu avec un gros focus de mettre de l'impact, et en mettant une team, en mettant des milliers d'euros dans des snack content, où je cut, où on met les trucs, on met la bonne musique, tu sais, où on fait exprès pour que ça prend viral. Là, je prends juste mon tel, je parle avec mon cœur, et ça impacte de manière très puissante les gens. Et ça m'a donné envie de continuer. Dont-nous. Enfin, moi, je te dis, nous, ça nous a... Et en fait, ça aide beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est le genre de truc où tu te dis, ça t'est sûrement déjà arrivé, quand t'as trop mal au ventre, trop mal à la tête, tu te dis, putain, là, je donnerais tout pour... cette fois-ci, quand je me plaignais de cette journée de merde, bah là, me revivre cette journée de merde à la place d'avoir mal au ventre. Ou je sais pas, même là, quand... Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est... Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es en mode souffrance extrême, à ce moment-là, tu te dis, putain, mais je suis prête à tout juste pour plus avoir mal. Et en fait, à mon avis, t'as permis à plein de gens de réaliser que putain, mais en fait, ok, ils ont plein de problèmes, mais ils ont pas de cancer, leurs proches sont toujours là, leur vie elle est peut-être plutôt stable, peut-être qu'ils sont heureux. Donc ça permet aux gens de prendre du recul, tu vois. Et ça, à mon avis, ça a dû, comme tu dis, aider énormément de gens à passer à l'action sur plein de sujets en fait. Et c'est pour ça que t'as très bien fait de le partager, même si à la base tu le faisais aussi beaucoup pour toi. Et t'as raison, n'importe qui se lance. Tu l'as fait pour nous au final. La vérité, c'est qu'on le fait d'abord pour soi avant de le faire pour les gens. Enfin, qu'on soit honnête, sinon les gens le feraient pas. Enfin, franchement, il y a très peu qui le font sincèrement d'abord pour les autres. Après, tu le fais aussi pour les autres. Mais c'est. En fait, ça a été super puissant. Ça. Et j'ai remarqué un truc en parlant de faire pour soi, parce que c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, on peut souvent se poser la question de l'éthique qu'on met dans ce qu'on fait, etc. Ouais, je suis très juste. Et en réalité, j'ai compris quelque chose, c'est que quand tu fais du bien pour toi, tu fais du bien aux autres. De manière systématique. À l'inverse, quand tu veux faire que pour les autres et que tu t'oublies toi, tu rayonnes moins, tu mets moins d'impact, tu es moins puissant dans tes mots. Donc ça part par toi, par ton intérieur et se faire du bien à soi. Et après, ça impacte positivement les gens. Et je le vois dans plein de moments, dans plein de situations, et pas que dans l'entrepreneuriat, même les mamans qui s'oublient, qui veulent tout donner à leur enfant. Finalement, leur enfant en pâtit de ça. Sois bien toi et les autres autour de toi le seront. C'est très juste ce que tu dis sur les enfants. Je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai eu beaucoup d'amis. Enfin, j'en ai pas eu tant que ça d'ailleurs, mais j'ai eu quelques amis dont la mère était au foyer, par exemple. Ce sont mes amis qui avaient la moins bonne relation avec leur mère. De tous. Et systématiquement. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a un moment où il faut vraiment prendre. En fait, je pense que. En fait, ça simplifie l'esprit. C'était même un peu le deuxième truc. C'était quand tu fais tout ça, à quel point tu as cette conscience que tu es en train de faire que tu es en train d'envoyer une décharge aux gens, tu vois. Est-ce que toi tu te rends compte de ça ou est-ce que tu te rends même pas compte de... Je m'en rends compte. Je m'en rends compte vraiment. Pour répondre à ta deuxième question, parce que c'était intéressante sur l'incertitude, tu sais, je le fais mais je sais pas. C'était aussi le message. C'est en vérité, ta vie non plus, elle est pas certaine. Non, c'est sûr. Tu peux sortir et tu peux te faire écraser par un camion en sortant, c'est sûr. Non plus, et la mienne non plus aujourd'hui, tu vois. Et en fait, du coup, on doit faire les choses dans l'incertitude, dans l'impermanence. Et en même temps, c'est parce que tout est incertain que tout est possible. Donc faisons-le, tu vois. Et si t'es pas certain de ce qui arrive demain, si t'es pas certain de ta condition sociale, si t'es pas certain de ton environnement, ça veut aussi dire que tu peux créer ce que tu veux. Et moi, à ce moment-là, je suis pas certain de vivre. Mais par contre, j'ai cette sérénité face à cette incertitude et je me dis, je fais les choses aujourd'hui. Et adviendra que pourra, et demain est un autre jour, tu vois. Donc à chaque fois que je l'ai fait, j'étais dans ce mood-là. Je vous cache pas, plein de fois, je me suis dit, punaise, ça me fait peur. Imagine un jour, c'est ma femme qui doit prendre ce téléphone et faire un reel pour dire que j'ai crevé. Tu vois. Et je l'ai eu plein de fois dans ma tête. Tu vois. J'ai des frissons. Ou faire un post, tu sais, comme on voit là, une story noire avec un truc avec une colombe blanche derrière. Et j'y ai fait des cauchemars, même la nuit à l'hôpital, etc.
Mais c'était ça le message. Même quand tout est incertain, même là où vous pensez que je vis la pire chose de ma vie, on peut créer des choses, on peut être bien. Et moi, je vous dis sincèrement, j'allais mourir heureux. Et j'allais pas être heureux de mourir, absolument pas. Je suis jeune, j'ai encore envie de faire plein de choses, j'ai encore envie de me prouver plein de choses, mais j'allais mourir heureux. Et ça, c'est game changer. Et cette année, j'ai été plus aligné, plus heureux, plus serein qu'en réalité toutes les autres années dans ma vie, tu vois. Ouais, alors que tu charbonnais pour l'être à la base, quoi. Exactement, mais c'était l'ultime goal. Alors qu'en fait, t'as pas à charbonner. Si tu l'es pas tout de suite maintenant, tu le seras pas avec ton million de followers en plus, tu le seras pas avec ton million d'euros en plus, parce que tu vas rester dans ce schéma de survie. Et ce schéma de survie, que tu gagnes 1250 € ou que tu gagnes 100 000 € par mois, c'est la même chose. T'as toujours l'impression que t'es moins gros que le mec au-dessus et plus gros que le mec en dessous. Et l'hamster dans sa roue. Et il courait. Donc ça change rien. Et aujourd'hui, moi, malheureusement, il m'a fallu une énorme décharge pour le comprendre. Quand je fais du contenu aujourd'hui, quand je suis, par exemple, ici, à ce podcast-là, c'est aussi pour dire, vous n'êtes pas obligé de passer par là où je suis passé pour le comprendre. Je suis persuadé, tu vois. Donc, voilà. Et tu penses que, vraiment, pour te mettre toi à la place des gens qui te suivent, et vraiment, quand je dis, dont on fait partie et tout, tu vois, est-ce que t'aurais été toi capable, si jamais t'avais été le spectateur de Kémil, mais que t'avais pas vécu tout ça, t'aurais été capable, tu penses, de prendre, pas forcément des décisions radicales, mais d'avoir un vrai changement de perspective avec, en fait, un peu cette question de l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte, tu vois. Est-ce que tu avais ce truc-là aussi de se dire, en fait, je peux réussir... Enfin, j'aurais moi été inspiré ou j'aurais changé mes décisions et ma perspective si quelqu'un faisait ça? Elle est hyper bonne ta question, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le challenge auquel je fais, sur lequel je travaille, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre savoir et connaissance. Il y a plein de gens qui savent beaucoup de choses, qui lisent beaucoup, qui savent même des choses bien plus puissantes que nous, même sur l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont jamais entrepris. Et donc, ils ont le savoir, mais ils n'ont pas la connaissance. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai pas juste envie d'être inspirant. J'ai envie de créer des changements, tu vois. Et c'est difficile, parce que c'est vrai, ta question est très bonne. Alors, ce que je fais, c'est inspirant. Ça peut créer des petits changements. Mais comment je peux transmettre profondément ce que j'ai vécu pour créer des transformations? Et pas juste être inspirant et motivant, mais être source de mouvement, source d'action. Et là, du coup, bon, c'est difficile de me mettre à la place de l'autre, mais par contre, je pense, et j'ai eu quelques... je vais te donner un truc rigolo, je suis en train de travailler avec une nana qui s'appelle Nora sur mon branding, le branding du nouveau projet que je suis en train de faire. Et cette fille, dans le premier call, elle me dit, c'est ouf parce que on était à Barcelone avec mon ami, on a vu tes reels et tout, et tu as impulsé le fait qu'on fasse ce qu'on voulait faire, et ils ont créé un resto laotien ou vietnamien là à Paris. Incroyable. Et là, ça crée énorme. Des vraies actions, tu vois. Donc je pense qu'il y a une partie des personnes où ça a été suffisant pour créer le changement, mais je crois aussi qu'il y en a que s'il n'y a pas une grosse volonté aussi à la base, ça marchera pas. C'est difficile. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce sur quoi j'œuvre aujourd'hui, de créer des systèmes, de créer un outil, de créer très concrètement un accompagnement pour permettre aux gens d'aller chercher la vie qu'ils veulent, et pas celle que la société elle veut, pas celle que les parents ils veulent, ce qu'ils désirent profondément, tu vois. Mais je pense que ça part quand même souvent d'un choc émotionnel pour créer ce déclic. Et après qui fait, même moi par exemple, parfois ça m'arrivait l'année dernière, tu vois, d'avoir vécu un truc pas évident personnellement en termes de problème de santé, alors pas du tout aussi grave que toi. Et du coup depuis, je vis ma vie pour avoir aucun regret. Ma vie, je fais des choses qui peuvent engendrer des conséquences sur plein de choses de ce que je fais de ma vie, mais j'accepte complètement la conséquence. Si elle doit arriver, elle arrive. Mais ça fait qu'en fait, j'essaie de faire tout ce que je peux faire et j'essaie de vivre comme je l'entends, sans avoir de regrets, sans me contraindre, sans devoir faire des choix. Je veux juste avoir tout et pas faire de choix, tu vois. Et c'est depuis ce moment-là. Ça peut paraître bête parce que c'est pas... Ouais, vivre sans filet, en fait. C'est vivre sans filet. Et en axe, par contre, t'acceptes le worst case scénario. Bien sûr. T'acceptes que tu peux tomber, tu peux te faire avoir, tu peux ce que tu veux. Mais si t'acceptes ça sincèrement, après tu fais tout et en fait tu kiffes quoi. Mais comment ça se passe dans ta tête du coup? C'est-à-dire qu'en fait c'est au moment de prendre les décisions, c'est quand toi-même tu te fais le rationnel après les avoir prises. Comment ça fonctionne du coup? Non, c'est vraiment de prendre la décision. En fait, une fois que je l'ai prise, après je me repose pas la question de est-ce qu'il fallait bien que je la prenne. Oui, en fait, justement, je réfléchis beaucoup avant. C'est comme si tu revenais plus jamais en haut de la chaîne. Ouais, je réfléchis beaucoup avant. Par contre, quand je prends la décision de le faire, je le fais. Mais aujourd'hui, je réfléchis même plus est-ce que je le fais ou pas. C'est en fait, j'y vais et on verra, tu vois. Ouais, that's it. Parce que j'accepte. Par contre, c'est quoi la conséquence de cette décision? Je l'accepte ou je l'accepte pas. Mais la majorité du temps,
si je l'accepte, bah, j'ai pas de regret après et j'avance, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu as dit quand même sur un truc, c'est que tu vois, tu as dit, moi j'ai eu un certain choc qui m'a permis de vivre comme ça, mais tu comprends bien que c'est pas le choc qui t'a permis de vivre comme ça, parce que c'est toi qui décides que c'est un choc. Il y a plein de gens, ils auraient pu vivre exactement ce que tu as vécu. C'est très vrai. C'est très vrai. Après, voilà, mais c'est pour ça que j'aimerais bien, c'est une question de personnalité. C'est une question de personnalité, mais surtout une question de... C'est l'histoire qu'on se raconte, quoi. Voilà, l'histoire qu'on se raconte et d'être un peu plus en conscience de ça. Et toi, c'est parce que tu étais suffisamment mature, intelligente, on s'en fout des mots qu'on met là-dessus, mais suffisamment aware pour qu'à ce moment-là, tu dis, ah bah ça me fait un choc. Mais il y a des gens, ils peuvent vivre un cancer comme le mien, et 6 mois après, reprendre exactement la même vie. Donc en réalité, il faut pas absolument vivre des chocs pour le faire, parce que dans tous les cas, tu peux vivre le choc ou pas, si t'es pas aware, ça va rien changer. Mais tu vois, de l'autre côté, qu'est-ce qui t'avait toi amené à faire de l'entrepreneuriat? Parce que c'est généralement là aussi où t'as un premier choc chez pas mal de monde, c'est en fait le moment où tu décides en fait d'aller enclencher une vie où c'est sur toi qu'il y a tous les risques, tu vois. Toi, c'était quoi? Comment t'avais décidé de monter ta boîte? Parce que t'avais monté ta boîte à quoi, 19, 20 ans? Ouais, c'est ça, très tôt, très jeune. Bah, premièrement, je suis issu d'une famille entrepreneuriale. Enfin, une famille que mon père est entrepreneur, tu vois, donc il m'a toujours donné envie de faire. Inculqué des valeurs. Il m'a conditionné, il m'a travaillé très petit pour que je sois un entrepreneur, tu vois, donc c'est grâce à lui, ce premier move vers l'entrepreneuriat. Et après, la liberté. Et c'était être libre. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, j'étais pas si libre. Et ce qui est très drôle, c'est que vous comme moi, on le voit que l'entrepreneuriat n'est pas la clé unique vers la liberté, tu vois. Parce que quand tu es entrepreneur et que parfois tu as énormément de responsabilités, énormément de sujets d'argent, énormément de sujets, on les connaît, plein de sujets humains qui sont super difficiles, qui sont sur la table. Et que finalement, même quand t'es le week-end, t'as ta tête là-dedans, même quand ta femme te parle, t'as du mal à la comprendre parce que tu penses au WhatsApp qu'on vient de t'envoyer, et que même quand t'es sur ton trône, t'es en train de penser à tes chiffres et en train de faire, prie-moi et crois-moi, t'es moins libre que le salarié, ou même le salarié le moins valorisé dans la société, le mec le plus simple, qui prend sa petite mallette, qui fait son petit boulot, qu'à 16 heures, il va discuter avec sa femme, il est tranquille, que le week-end, il est pas en train de penser au mur qui va monter du lundi, et que pendant les vacances, il est profondément en vacances. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est très juste, mais c'est parce que je pense qu'il y a eu une énorme incompréhension de la vague entrepreneuriale, parce que les gens les plus bruyants sur l'entrepreneuriat, c'est moins vrai depuis 3-4 ans, mais si tu commençais un peu, on va dire, dans les années 2010, les gens les plus bruyants vers l'entrepreneuriat, c'était souvent des gens qui vendaient plutôt une vie de solopreneur ou de freelance qu'une vie vraiment d'entrepreneur au sens un peu, on va dire, traditionnel du terme. Mais la réalité, c'est que pour le coup, à titre perso, j'ai jamais vraiment cherché la liberté dans l'entrepreneuriat, si ce n'est celle peut-être de décider où je vais, tu vois. Mais j'ai toujours cherché plutôt, on va dire, la responsabilité. Le côté un peu chef de file, chef de tribu, chef de village, tu vois. Le côté un peu vraiment que tu pourrais faire un parallèle avec le maire d'une ville de, je sais pas, on va dire 10 000 habitants, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, où genre t'es là, t'as la responsabilité des gens, c'est de faire toi que les gens se tournent pour résoudre des problèmes, être utile et tout, tu vois. Mais je suis pas d'accord avec vous. Toi, tu te sens que c'est vraiment le truc liberté, toi. Je me sens hyper libre. Après, ça dépend quelle liberté tu cherches. Bah, la liberté financière, la liberté de travailler avec qui tu veux, l'équipe que tu veux, sur les sujets que tu veux, avec les clients que tu veux. Enfin, t'as plein de différentes libertés. Moi, justement, je me sens hyper libre avec l'entrepreneuriat. Et pourtant, je travaille 10 fois plus que n'importe quel salarié. Et en fait, oui, et en vacances, bah, t'es pareil, tu mets limite sur 2 semaines de vacances, je mets 1 semaine pour décrocher, et après, donc tu vois, en fait, ça sert à rien. Mais quel exemple très concret tu trouves que t'as comme vraiment liberté? Par exemple, tu fais de la boxe, tu le fais souvent sur les horaires de taf, par exemple. Exactement. Ça, c'est vraiment le genre de truc où tu te dis, le fait de savoir que je peux et faire ce que je veux quand je veux, que je travaille quand je veux. C'est-à-dire qu'en fait, exactement, je vais à la boxe quand je veux. Hier, tu donnes une conférence au MEDEF, par exemple. Tu choisis pas la date, enfin. Ah non, bah non, mais hier non. Mais sauf que je passe pas mes journées à faire ça. Non, mais. Et justement, d'ailleurs, il met le point sur un truc. C'était la journée dont j'avais le moins hâte depuis 1 mois. Parce que c'était la journée qui était imposée. Et c'est vrai, en plus, je m'étais mise une charge mentale de dingue sur cette journée-là. C'était hyper sympa. Et j'ai adoré. Mais. Non, mais. La charge mentale, c'était pas le fait de travailler avec eux. C'était le fait qu'on m'ait imposé une journée avec qu'il fallait prendre un train, aller quelque part, passer une journée entière, machin. C'est ça qui m'a énervé. Enfin, qui m'a énervé. Je rajoute, mais c'est moi le fait de me dire, en fait, tiens, là j'ai un call, bah non, mais tiens, si je veux, je le décale. Et du coup, en fait, le fait de pouvoir me dire que je peux le faire, bah, du coup, ça fait que je le fais jamais, que je travaille encore plus. Mais c'est le fait de me dire que j'ai pas de contraintes. C'est moi qui choisis mes contraintes. On me les impose pas.
Et moi, c'est ça la liberté. Et vraiment, comme tu dis. Et toi, tu ressentais pas déjà ça dans ta boîte? Enfin, quel shift, toi, t'as eu entre justement ce que décrit Sixteen et ce que tu ressens aujourd'hui comme liberté? Mais moi, justement, j'étais complètement aligné avec ce que tu dis, Sixteen, parce que j'étais dans une liberté profonde. Et en plus, vous connaissez bien le business de l'infoproduit. Moi, je m'étais éloigné de l'agence, c'était mon associé qui s'en occupait à 100%. Et le business d'infoproduit permet une liberté très profonde, quand même. Géographique. On est géographiquement libre. Très peu de collaborateurs, franchement, ça nécessite pas de travailler énormément. Donc c'était vraiment, tu vois, peut-être encore plus puissant ce côté-là. Mais en réalité, moi personnellement, quand on m'enlevait mon business, quand je regardais ce que je faisais out du business dans mes journées, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour moi, profondément pour moi, tu sais, pour prendre du temps pour moi, pour aller me découvrir moi-même, voir un peu ce que j'aime d'autres, par exemple. Lire, quand j'étais sport, par exemple, quand j'étais avec ma femme, c'est un très bon exemple. On était ensemble, mais j'étais pas de manière puissante présent. T'étais dans les chiffres sur le trône. J'étais dans les chiffres, je pensais au webinaire de la semaine d'après, je pensais à l'équipe de closing si elle closait bien. Je comprends tellement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, j'étais dans une liberté illusoire. Et je disais oui, je fais ce que je veux, quand je veux, blablabla. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que ça vaut cher et c'est cool de ce feeling-là. On est d'accord. Mais en fait, quand tu grattes un peu, je faisais pas tant que ça ce que je veux. Parce que finalement, je pouvais pas non plus le lendemain rien faire, le surlendemain rien faire, le surlendemain rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça n'irait pas. Et je courais surtout après une course qui n'était pas forcément la mienne, parce que je courais après l'argent, je courais après la fame et le succès, tu vois. Alors que, en réalité, ça vaut pas grand-chose quand t'es pas profondément ancré, quand t'es pas profondément libre. Donc voilà, c'est cette liberté qui est tangible. Ça, je trouve que c'est très très juste. Surtout, et nous, on le voit beaucoup parce qu'avec le surligneur, on accompagne énormément d'entrepreneurs et d'influenceurs dans le fait d'être de plus en plus connus et tout. Et c'est vrai que globalement, les clients qui sont là depuis le plus longtemps et qui sont chez nous depuis 1 an et demi, 2 ans, 100%, c'est des gens, ils ont la même ligne de conduite. Même si c'est pas forcément les mêmes nouveaux éléments de langage ou actualité, ils ont vraiment la même aspiration profonde depuis le début. Et ceux qui, je sais pas, au bout de 3 mois ou 6 mois, même en étant très contents, arrêtent, sont en fait des gens où au fond d'eux-mêmes, ils savent pas exactement pourquoi ils font ce truc-là. Donc en fait, ils en espèrent quelque chose, ils l'ont pas, et en fait, ils sont en mode ah putain, mais en fait, en gros, je croyais qu'être connu, ça allait résoudre tous mes problèmes. Il y a Orelsan qui sort une phrase comme ça, je croyais que connu, résoudre tous mes problèmes, ça m'en a juste rajouté, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est grave ça. Et il y a un peu de ce truc-là, et on voit, nous, dans les créateurs de contenu et tout, qu'il y a vraiment ce truc, ce rapport à l'autre qui est ultra violent, notamment ceux dont c'est l'activité principale, tu vois, de créer du contenu, des youtubeurs et tout. C'est le rapport à l'autre est ultra violent parce que du coup ils passent leur journée à se faire critiquer, on s'en sait, neurologiquement c'est chelou en fait comme vie, tu vois. Et de l'autre, ce que tu fais. Ouais. Et de l'autre, on a 2-3, j'ai discuté avec Léo Duff hier, youtubeur tech, tu vois. Il me disait, moi je sors une vidéo que les gens adorent ou adorent pas, je m'en fous complètement. Et tu sens que le mec, du coup, il est vraiment en mode de, tu sais, comme une espèce de sculpteur, il sculpte son truc, il le pose, les gens ils aiment pas, ils s'en foutent, il en sculpte un autre, quoi. Et je pense que c'est le move de faire ce que t'aimes profondément. Et faire ce que t'aimes profondément parce que tu l'aimes, parce que tu te verrais pas faire autre chose profondément, tu vois. Et ça, c'est un move, c'est le meilleur move. Quand tu trouves ta mission de vie profondément, tu vois, tu sais pourquoi t'es là, tu le sens, tu le files. Les gens le sentent et le filent. Toi, tu fais des choses et tu t'en fous un peu derrière parce que tu sais que tu ferais pas autre chose. Et là, je pense que c'est là où t'atteins des beaux paliers de liberté, tu vois. C'est quand profondément, tu fais des choses que t'aimes, que tu désires et qui sont en lien avec ce qui te porte, tu vois. Et même, tu vois, la naissance de ta fille, et même aujourd'hui de passer du temps avec ta femme, est-ce que tu le kiffes encore plus qu'avant? Est-ce que tu le réalises encore plus qu'avant? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Avant, j'avais du temps. Donc, comme je disais, business infoproduit, etc., ça te libère du temps. Moi, du temps, j'en avais de ouf. Je travaillais comme quelqu'un de normal, peut-être 6-7 heures par jour, tu vois. Donc, c'est pas énorme pour un entrepreneur. C'est pas énorme, tu vois. Je suis d'accord. J'étais pas un fou du travail, tu vois. Oui, t'es pas en M&A, t'es pas en fusion-acquisition 14 heures par jour. C'est ça. J'étais franchement dans un truc cool. Donc, j'avais déjà du temps, mais aujourd'hui, effectivement, je sais que ce temps est précieux. Je connais l'impermanence de la vie. Je sais qu'elle peut nous être enlevée à moi comme à toi et à toi aussi, du jour au lendemain. Donc effectivement, les moments que j'ai avec ma fille, ma femme, avec moi-même aussi, avec mes parents, ils sont encore plus appréciés. Et surtout, je suis profondément présent. Parce qu'en fait, il y a toujours des activités. Je suis en train de travailler, œuvrer sur un gros projet, tu vois. Mais c'est vraiment une autre partie de ma vie. Et c'est pas ma vie. Et du coup, pareil, quand j'ai des problèmes sur l'activité ou sur les projets que je suis en train de faire, je m'en fous.
Mais profondément. Donc, je m'en fous. Et souvent, ce week-end, j'étais avec beaucoup d'infopreneurs, etc. Notre milieu. Tu faisais une grosse conférence à Genève pour un peu de contexte pour les gens. Grosse conférence. Et d'ailleurs, le thème de la conférence, c'était quand le succès vient de l'intérieur. Réussir sans compromis, tu vois. Et en fait, du coup, que j'ai profondément compris ça, et ben, on me demandait, ouais, Kevin, tu comptes faire combien sur ton lancement, etc. Et je leur disais vraiment, je m'en fous. Parce que ce que je suis en train de faire, je ferai pas autre chose. C'est ce qui me fait profondément vibrer, c'est ce qui me fait profondément kiffer, c'est ce qui me fait vraiment me sentir libre. Du coup, je le fais au mieux. Et qu'on fasse 10 000 sur ce lancement, 50 000, 100 000 ou 400 000 euros, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et ce qui me fait vibrer, ce que j'aime vraiment, tu vois. Et du coup, ça, tout est moins important. Alors qu'avant, sur un lancement, sur un webinaire, si je faisais pas 60 000 sur mon webinaire du mardi soir, j'étais pas content. Et j'allais pas passer une bonne semaine jusqu'au webinar d'après, le mardi d'après, pour faire mes 60 000. Et j'étais profondément pas content, ça me créait des tensions. Alors qu'aujourd'hui, c'est une partie de notre vie, on s'en fout. Tu vois ? Du coup, tu veux parler un peu justement de ce projet-là ? Bah, avec plaisir, ouais. Raconte-nous un peu, parce que du coup, toi, pour remettre un peu de contexte, du coup, la boîte, t'en as fait quoi de la... Fermée. Là, on est... Univertech, d'ailleurs, pour citer le nom. Fermée, ouais. La SAS Univertech, elle est en train de se fermer. Je suis actuellement en train de signer les derniers petits papiers pour close. Et je me sépare de mon associé, avec qui j'ai tout fait quasi dans l'entrepreneuriat depuis le début, que j'aime énormément, qui est un homme de valeur comme ça existe rarement, vraiment. Mais on a une vision des choses qui a un peu changé, etc. Donc je repars seul, avec quelques personnes avec qui j'ai toujours bossé pour pouvoir mettre en vie les projets. Hein. Je sais pas tout faire et ils sont bien meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Et donc je repars dans ce que je sais faire de mieux, qui est de partager l'accompagnement, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Je suis en train de créer du coup un infoproduit, donc un produit que je vais vendre en ligne, qui va permettre aux gens le move que j'aurais préféré faire il y a 5 ans, tu vois, qui est le suivant. Premièrement, trouver sa mission de vie, trouver pourquoi on est là, pourquoi on a envie de faire les choses, ce qui nous anime vraiment, ce qu'on aime vraiment, parce que c'est ça qui rend libre, c'est pas l'argent qui vient derrière. En vivre quand même, parce que tu sais, être bien, le mindset, blablabla, etc. Mais avoir 0 € sur son compte ou très peu, c'est nul. Et puis surtout, c'est dangereux quand tu commences à avoir des vrais problèmes. Et une famille. Exactement, une famille. Donc, j'ai pas envie d'être juste un coach mindset qui te dit comment mieux vivre, etc. Mais qui derrière, tu sais, je vais citer un grand homme, Booba, mais qui te dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Et c'est une vérité, tu vois. Donc, le côté mindset qui est d'en trouver sa mission de vie, après, en vivre, et ça c'est le côté business, c'est parce que j'aime profondément parler de business, et devenir enfin libre. Parce qu'on croit souvent que c'est la richesse qui nous rend libre, alors qu'en réalité, c'est la profonde liberté qui nous rend riche. Quand on fait les choses qu'on aime, quand on fait les choses qu'on désire, quand on n'a pas l'impression de travailler, quand on est en train de faire des choses, c'est là où on devient riche. Et le move n'est pas dans l'autre sens. Donc c'est vraiment permettre aux gens de trouver sa mission de super accompagnement d'ikigai, quoi, en fait. Exactement. Et justement là où d'autres s'arrêteraient juste à dire, bah voilà, tiens ton ikigai et bonne journée, on va le réaliser ensemble. On va le mettre en place. Et tu vas avancer dans des choses que t'aimes. Et je veux jamais te dire que tu vas être riche, je vais jamais te dire que tu vas gagner 3 000 € en 90 jours. On va avancer dans des choses que t'aimes et après, let's see what's happen, tu vois, on va voir. Tu sais qu'on l'a jamais fait, ça. Tu l'avais déjà fait, toi ? Ouais, beaucoup. Et plusieurs fois dans ma vie. Moi, j'ai jamais fait. Différemment. Mais moi, pour le coup, là où je trouve que là où t'as un point qui est assez puissant là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on est à une époque où les gens sont paumés comme ils l'ont rarement été. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a évidemment des sujets de santé mentale, de dépression, de solitude qui contribuent beaucoup à ça. Il y a le fait que les gens ont plus de choix, concrètement. Complètement. La troisième chose, c'est que je pense qu'ils sont surexposés à tout le temps. Et donc du coup, en fait, tu vois Trump dire des dingueries, être élu président de la République, donc en fait, t'es presque en train de te dire, mais pourquoi pas moi ? Et en fait, les gens se rendent pas compte à quel point, probablement, être président de la République, c'est très stylé sur plein de trucs, mais c'est probablement un enfer de vie. Et donc en fait, il y a plein de choses où je pense que les gens sont surstimulés de tous les côtés. Je trouve ça assez juste. Il y avait Ulysse Lubin qui avait fait quelque chose un peu dans le style, un atelier d'introspection, Ulysse qu'on embrasse, qui était assez intéressant, et je trouvais que c'était le besoin que je connais pas du tout la qualité de son truc. Je pense que c'est très bien parce qu'il est bon, mais c'était je trouvais que le besoin sur lequel il appuyait était vraiment réel. Nous, on le voit énormément dans les gens qui nous suivent, dans les gens qui nous envoient des messages, qui nous remerciements. Il y a vraiment beaucoup ce terme d'inspiration qui revient. Alors que tu vois, quand on fait un média de débat, alors certes, on fait d'autres choses, mais c'est un truc sur lequel on est le plus connu. Je veux dire, le côté inspiration n'est pas le premier truc qui me saute aux yeux, tu vois. Il y a peut-être de la culture ou du rapport à l'autre ou le fait de, je sais pas, discuter avec sa famille avec laquelle on n'était pas d'accord, mais le côté inspiration, et en fait, c'est parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de modèles, ont besoin de se construire leur modèle et que les gens sont assez perdus.
je Il y a pense. ça. Et je pense aussi qu'il y a de l'inspiration, pas parce que vous faites, mais par qui vous êtes. Et vous êtes inspirant parce que vous Je sais pas. dégagez une énergie qui est... Ça, Vous êtes, tu ça vois, oui. ça oui, oui. Et surtout, tu vois, on sent que t'es là, t'es à ta place, tu fais ce que t'as envie de faire, t'es bien, Alors, Mais nous, on a beaucoup de tu chance vois, aussi. et donc, du coup, peu importe ce que tu dis, bah, ça inspire de voir quelqu'un qui fait quelque chose qu'il kiffe. Et on a envie de faire pareil. Alors, tu vois ça, je suis d'accord. Je n'ai pas du tout d'idée d'à quel point on est des modèles ou pas. Je suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. On monte ça avec moi, ma sœur et 2 amis. Donc en fait, on est vraiment très proches humainement. Donc c'est un facteur que d'autres gens n'ont pas forcément. Enfin, il y a plein de choses comme ça. En revanche, on adore ce qu'on fait. On croit beaucoup en ce qu'on fait. Je discutais avec un de mes potes qui me disait un peu en mode genre... en fait, pourquoi le débat en fait, pourquoi le débat en mode genre qu'est-ce qu'il y a d'aussi dingue dans le débat et tout ce qui va avec. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que nous, on était convaincus que le débat était une des meilleures méthodologies d'intelligence. Parce que c'était capable en fait de faire passer tes idées, mais ça pourrait même être dans des sujets qui sont pas du tout sociétaux ou politiques comme sur le crayon. Ça pourrait être des sujets business, des sujets humains, des sujets familiaux. Si tu arrives à faire passer tes idées à la moulinette de la contradiction et que tu penses toujours la même chose après cette contradiction, alors tu as des idées qui sont solides, c'est-à-dire qu'elles sont vraies ou justes, c'est-à-dire qu'elles sont solides, que tu as bien travaillé ton propre alignement, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu la mécanique. je vois bien. Et après, derrière, et ça c'est un peu tout ce que tu disais sur le côté Ikigai et tout, moi je pense que les gens aussi repoussent toujours à plus tard, ils sont très passifs aussi dans cette gestion de là, parce que t'as le MBTI, l'énéagramme, l'Ikigai, donc t'as quand même pas mal de ressources pour essayer de te comprendre, tu vois. T'avais fait toi un peu ces trucs-là, tests de personnalité et tout, ou Non. c'est pas trop ta tasse de thé? Non, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas trop ma tasse de thé, mais par contre, je trouve qu'ils sont importants et qu'ils peuvent aider. Parce que moi, ça m'est arrivé un peu naturellement par Ouais, le partage, de la tout, vie, ouais. etc. Mais bien sûr que c'est des outils importants, ça peut aider. C'est juste qu'il faut pas se perdre, et tu l'as dit tout à l'heure, on a tellement de possibilités, on a tellement tout est accessible aujourd'hui, vraiment profondément, qu'aujourd'hui, les gens savent pas ce qu'ils veulent, savent pas ce qu'ils font. Ils vont peut-être même perdre du temps pendant 2 ans à dire « Je suis en recherche de ce que je veux, j'ai fait l'ikigai, j'ai fait le M nanana, j'ai fait le X nanana ». Ça peut être aussi une perte de temps, tu vois ce que je veux dire ? On en connaît quelques-uns. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'inspire aujourd'hui dans ma mission, c'est que je veux pas faire un accompagnement qui dure le plus longtemps possible. Parce que justement, les gens se cachent. Ouais, il faut passer à l'action, quoi. C'est ça. Tu sais, les gens qui te disent « Ouais, moi, je prends vraiment mon temps, etc. » Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux de prendre vraiment son temps. Il faut pas 5 ans pour ça, trouver ce que tu as envie de faire dans la vie. Je suis d'accord. Ou en tout cas 50 de pas avoir testé plein de trucs. Ou 50 mouvements d'action. Ouais. Ah bref, ça c'est... Je prône toujours l'action parce que c'est dans l'action que tu trouves tes réponses. Et tes réponses parfois évidentes. Ouais. T'es dans la réflexion. L'école nous apprend la réflexion avant l'action. L'école nous apprend de réfléchir avant de mettre en action. Et donc on a ce schéma de je réfléchis et je cherche à savoir le potentiel problème que j'ai dans 80 mètres pour l'esquiver. Sauf que tu vas pas le savoir ce que c'est. Donc tu vas pas bien te préparer à ce problème. Alors que si tu avais avancé, que tu étais en mouvement, tu aurais vu ce problème, tu aurais vu que c'est évident de prendre la sortie à gauche plutôt que d'aller tout droit, et ça aurait été plus simple. Donc effectivement, il y a un truc qui est très vrai, tu as parlé d'action. L'action, c'est la base de tout. Le mouvement, en fait. Être en mouvement. Et de l'autre côté, et avec Sexy, on en discute beaucoup tous les deux, mais c'était sujet de santé mentale. Quand tu vis quelque chose d'aussi bouleversant que ce que tu as vécu, quel rapport t'as, toi, quand tu vois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément vécu des épreuves aussi dures que toi, mais qui se sentent mal, tu vois, ils le ressentent vraiment. Quel œil t'as de ça, sans dire que t'as forcément un jugement négatif dessus, hein, mais qu'est-ce que tu vois de cette génération qui parfois est malheureuse, même quand c'est des gens qui réussissent bien? Comment tu vois ce truc-là, toi? J'ai envie de répondre par 2 choses distinctes. La première, tu l'as dit tout à l'heure, on a trop de choix aujourd'hui. Et on a une vie trop facile. Alors, je sais, je peux me faire taper sur les doigts, etc. Mais aujourd'hui, c'est trop simple d'avoir un toit. Pas le plus grand toit du monde, hein, mais d'avoir un toit, d'avoir un chauffage, tu vois. De pouvoir manger. C'est acquis, ça, quasiment. De pouvoir manger. De dès qu'on est malade, on va chez le docteur. La grande majorité des gens, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens, c'est complètement normal d'avoir ça. Et du coup, qui n'ont plus de problème, c'est vrai, on n'a plus de problème. Franchement, tu manges, tu bois, t'es en bonne santé, t'as plus trop de problème. Et en plus, j'ai pas du tout envie de rentrer dans un débat sociétal, etc. Mais en France, c'est plutôt simple d'avoir un travail au moins alimentaire. Tu manges, tu bois et tu vis, tu vois. Qu'ils doivent se chercher des problèmes ailleurs. Des problèmes de... est-ce que...
est-ce que j'ai réussi à ma vie, est-ce que voilà. est-ce que je suis quelqu'un de pertinent, est-ce que j'ai ceci, qu'est-ce que je veux vraiment, ensuite mais c'est un peu la pyramide de Maslow. Voilà, c'est ça. Ensuite, est-ce que je suis un homme ou une femme, est-ce que je suis une éponge? On rentre dans des débats de fou parce qu'on a le temps. Parce qu'on a le temps. Et moi, j'ai aucune. Je porte aucun jugement là-dessus. Oui, en gros, tu veux dire, si on entend de guerre, si c'est des questions en survie, mec, tu te poses pas cette question. T'en as rien à foutre d'ailleurs. Ni en bien, ni en mal. Ni en positif, ni en négatif. Tu t'en fous. Tu fais ce que t'as à faire pour survivre. Tu vois. Et c'est parce qu'on est dans un truc tellement calme, tellement plat, qu'on a besoin de se mettre des petites shoots de dopamine et se trouver des soucis. Donc, premièrement, c'est ce que je pense. Et deuxièmement, ce que je pense aux gens qui ont parfois, comme tu l'as dit, d'extérieur des soucis beaucoup moins graves et qui en font, on pourrait dire de manière négative, tout un plat, en fait j'ai compris que c'était pas le problème qui était grand ou petit, c'était ta réaction face au problème. Ce qu'on disait tout à l'heure un peu par rapport à ton choc, tu sais. Ouais, en fait, c'est hyper personnel et du coup en comprenant ça, tu deviens hyper empathique par rapport à la personne qui te dit que elle est hyper mal et qu'elle est vraiment triste et qu'elle est en dépression depuis 2 mois parce qu'elle a perdu son chat. Tu la comprends parce que en vérité c'est le même problème. Ouais, je suis d'accord. C'est toi qui le reçois différemment. C'est ça. Donc, en fait, pour elle dans sa tête, c'est un problème aussi gros que toi qui pourrais avoir. Exactement. Peut-être pas un cancer, mais même si. Clairement. Si. Ouais, c'est vraiment ça. En tout cas, elle le vit comme un. Voilà. Et du coup, la réponse à ça, c'est de se rappeler la chance qu'on a. Et moi aujourd'hui, vraiment, dès qu'il m'arrive une merde, mais n'importe laquelle, mais des trucs moins graves, genre quand je suis rentré de vacances, j'ai eu ma cave chez moi, elle a été inondée, on a mis une pompe à chaleur, bref, elle a pété et ma cave a été inondée. Donc moi, dès qu'il m'arrive une merde comme ça, je me dis, c'est pas grave, je suis en vie. Et d'un coup, boum, tout le temps. Que ce soit, j'ai peur d'aller de monter sur une scène, que ce soit, j'ai gagné moins d'argent. Bon, là, c'est simple, je gagne 0 € depuis plusieurs mois. Mais que ce soit, je gagne moins d'argent le mois prochain, que ce soit, ma voiture est tombée en panne, à chaque fois aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave, je suis en vie. Ouais, et d'un coup, boum, tu relativises. Ouais, donc en fait, les sujets de santé mentale, c'est juste le piège de l'étape d'après, en fait. C'est-à-dire, en fait, on est tellement dans la projection de il faut que j'arrive réussi à accomplir ça, il faut que mais à tout niveau de la société, à tout niveau de la société, ne serait-ce que juste, je suis au chômage, je trouve un taf. C'est toujours en fait dans le truc d'après qu'on se met mal, quoi. Mais après, de l'autre côté, j'ai un peu l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi une forme de trop grande conscience de soi, en fait. C'est un peu ce que tu disais sur les questions de gens qui se questionnent sur leur genre ou ce genre de choses. Moi, je suis même très libéral sur ces questions-là. Tant que eux, ça les rend heureux, qu'ils le fassent, tu vois. C'est plutôt, moi, ma question que j'ai sur ce truc-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas en fait une forme je sais pas, d'égocentrisme et dont je suis moi-même le premier exemple. Je crée du contenu en mon propre nom, j'ai créé une boîte, je suis moi-même, on l'est tous, mais je pense qu'il y a un gros égocentrisme en ce moment, tu vois. Quand tu compares à des pays en guerre, Antonin, donc mon associé rédacteur en chef, il était en Ukraine, tu vois, pendant la guerre et tout. Il a parlé à des gens qui du coup littéralement vivaient leur quotidien dans un pays en guerre. Et c'est vrai qu'il te dit, du coup, les gens, au moins, il n'y a aucune question. Eux n'est plus le sujet central. Le sujet central, c'est juste tenir jusqu'à demain, quoi, en fait, tu vois. Oui. Après, en même temps, c'est quand tu dis à quelqu'un comment ça va, est-ce que tu as des problèmes, les gens vont toujours réussir à te trouver des problèmes, en fait. Alors parfois, c'est des trucs inintéressants. Mais tu penses que ça les fait plus exister, du coup ? Je pense qu'il y a beaucoup un besoin d'exister. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que tu penses que le fait de demander aux gens est-ce que tu as des problèmes et que les gens te sortent ce qu'ils trouvent, est-ce que ça les fait plus exister pour eux, les problèmes, tu penses ? Oui, évidemment. Si tu mentionnes un problème, du coup, le fait de me former... mais ça, c'est valable pour les problèmes comme pour les choses positives, comme pour les sentiments, qu'importe. Le fait de réussir à le formaliser dans ta tête pour réussir à l'expliquer à quelqu'un, le truc est beaucoup plus dans ta gueule... ensuite, donc en fait, et ça c'est un truc, alors que je vais vachement relier aux relations amoureuses, mais c'est un truc que les mecs font beaucoup moins que les meufs. Allez, les mecs. Non, je rigole. Quand une meuf aime bien, quand une meuf aime bien un mec, elle va en parler à plusieurs de ses potes. Elle va te raconter dans le moindre détail de pourquoi elle aime bien le mec, la projection qu'elle se fait, ce qui va bien, ce qui va pas, les défauts, les machins. Un mec, tant qu'il est pas sûr de bien apprécier une meuf, et risque pas trop d'en parler à ses potes. Et nous, le fait justement que, alors parfois on a vu le mec une fois dans notre life, on en est parlé à 15 potes différentes, dans notre tête, t'es déjà un cran beaucoup plus loin dans la relation par rapport au mec qui en fait il a une existence comme ça pour toi, il t'obsède de toutes tes pensées, tu l'as vu une fois dans ta vie, donc ça peut arriver, les coups de cœur, les machins, bien sûr. Parce que t'as réussi à formaliser le truc et donc t'en as parlé à plein de tes potes. Si t'en avais parlé à personne, le truc serait beaucoup moins gros dans ta tête. Et ça, c'est valable du coup pour les problèmes et pour plein d'autres sujets. Pour tout, en fait, il y a un truc qui dit là où ton focus
va, ton énergie va. Bah, c'est vrai. C'est très très vrai ça. En anglais, c'est where your focus Attends, je vais le noter, go, ça. your energies flow. Et c'est Tony Robbins qui dit ça, et je trouve que c'est très vrai. Là où tu mets ton focus, l'énergie va, et c'est là où tu vas faire grossir la chose, c'est là où tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on revient au truc de base, on en a parlé au tout début de ce podcast, mais la vie t'envoie des éléments neutres. Et je suis persuadé. Ouais, ok, tu vois, elle t'envoie des éléments c'est neutres. nous, c'est que notre interprétation qui en fait les choses. Tu racontes l'histoire que tu sais, moi j'aurais pu être mais tu pourrais, pour pousser, ouais, je comprends, mais alors, mais pour pousser le truc méga loin, et je veux pas que ça ait l'air maladroit, tu vois, mais est-ce que tu aurais pu réussir à même pousser ton truc en te disant c'est même une bonne nouvelle d'avoir cette maladie? Enfin, je pousse la logique le plus loin possible, tu vois. Eh ben, je te le dis, mon cancer c'est une bénédiction, Valorant. Mon cancer est une bénédiction. Parce que j'ai décidé que c'était une bénédiction. Et toutes les choses qui nous arrivent, c'est une bénédiction. Je suis pas particulièrement croyant, moi. Je suis pas particulièrement religieux. J'allais te poser la question tout à l'heure. J'ai une foi profond dans la vie. Donc je suis pas particulièrement religieux, donc je te parle pas d'une bénédiction divine ou au sens religieux du terme. Mais en fait, à partir du moment où, quand tu as un problème, premièrement, t'arrêtes de mettre cette étiquette problème et tu dis c'est un élément qui m'arrive. Deuxièmement, ce problème, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Kémy, fais face au problème. Sois fort face à ce problème. Sois fort face à ce problème. En réalité, moi, au tout début, quand j'ai compris ça et que je me suis dit, je vais être fort face à ce problème, eh bien, être fort, ça veut dire utiliser de la force. Ça veut dire utiliser de l'énergie, ça veut dire se fatiguer. Et donc, quand j'étais en mode comme tu craques, exactement. Et ça marche jamais. En fait, j'ai compris que les choses qui venaient, elles étaient neutres. Je crois complètement. Ça devait pas être un problème et que j'allais pas faire face, mais que j'allais le mettre à côté de moi. Et une fois que mon cancer est devenu mon allié plutôt que mon ennemi, toujours dans ma tête, on se raconte l'histoire qu'on veut dans la vie. D'un coup, c'est devenu plus simple. J'ai plus dû utiliser de la force, ça m'a moins fatigué. Et mon cerveau a fait switch, a dit tu vas être un alchimiste et tu vas transformer cette merde en or. Parce que c'est plus un problème négatif, c'est plus un truc où je dois faire face, c'est un truc que je mets à côté. Sixtine, toi qui aimes bien ça, on va reparler des relations hommes-femmes. Quand tu te disputes avec une femme ou que tu te disputes avec un homme, si tu le mets face comme ça et que tous les deux vous usez de la force, ça part en embrouille, ouais. Ça part en embrouille, ça part fatigué et ni l'un ni l'autre grandit. Quand la femme ou l'homme, tu le mets à côté et que vous n'usez plus de force l'un envers l'autre, mais de l'énergie et vous vous dites comment on grandit ensemble. Ok, il y a eu un problème, on n'était pas d'accord là-dessus, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors ça je suis d'accord avec toi, mais ça c'est... Oui. D'un coup on grandit. Mais ça c'est un mindset d'être toujours dans n'importe quelle épreuve qui t'arrive, de le transformer en force et que, dans n'importe quel problème, il y a toujours des solutions. C'est ça, et ce mindset-là est accessible à tout le monde. Mais il s'apprend. Et c'est pour ça. Et nous, notre mère nous l'a vachement appris. C'est des réflexes, des schémas mentaux, je suis très d'accord. Parce qu'il y a plein de gens, tu les sens, qui sont prisonniers de leur colère, ils sont prisonniers de leurs pulsions, ils sont prisonniers de leurs trucs. Je te prends vraiment un exemple, et je citerai pas la personne parce que je dis quelque chose de pas forcément très positif, tu vois. Mais j'ai un ami qui est... Je sais que tu nous le dis. Qui est un énorme connard. Mais j'ai un ami qui est un très bon entrepreneur, mais qui est vraiment très 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 drivé par l'argent. Vraiment, oui. Autant je trouve ça important de réussir sa vie financière, mais j'ai jamais compris comment tu pouvais être à ce point-là matrixé, aimer l'argent à ce point-là, tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, si tu creuses, en fait, il met l'argent, et en fait, l'argent, c'est juste comment dire ça? C'est l'excuse, c'est l'exemple, c'est le symbole de, en gros, mon père avait tort, l'école avait tort, mes amis avaient tort, enfin, en mode genre revanche sur la vie, tu vois. Et en fait, je trouve ça super intéressant, et j'ai une question pour toi derrière là-dessus. C'est quelqu'un qui veut absolument jamais montrer la moindre faiblesse aux gens, encore moins sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'ai l'impression que toi, ça n'a pas été une question que tu t'es tant posé que ça. Alors que finalement, faut être capable d'être super vulnérable pour partager ce que tu as partagé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une seule personne qui t'a dit autre chose que mec, t'es un héros, en fait, tu vois. C'est marrant que tu me dis ça parce que bien sûr, tu mets le point sur quelque chose d'hyper important parce que les gens qui me connaissent vraiment, ils m'ont tous envoyé le même message. Kémy, on débloque que tu partages ça. Parce que si tu te rappelles de la création que je faisais et du contenu que je donnais le mec pas vulnérable, invulnérable, fort, boxeur, millionnaire. Tu vois le truc? Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai fait ce switch parce que j'ai voulu être profondément moi. Et la résultante de ça, c'est que ça parle beaucoup plus.
C'est que les gens comprennent que tout le monde est vulnérable. Et aujourd'hui, en fait, c'est même une force. Et c'est une force profonde d'ailleurs d'être vulnérable. Mais c'est même une leçon de création de contenu, même mais, à certains points de bien vue. sûr, Ouais. bien sûr. Mais en parlant de création de contenu pire, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est sois toi-même. Et on est tous d'accord ici, on crée du contenu ici. C'est sois toi-même. Moi, je le disais tout à l'heure, j'avais une équipe de branding, j'avais un staff. À chaque content, on le scriptait, on le cutait, on réfléchissait au hook, on réfléchissait à la boucle narrative. On était très très structuré là-dedans. Alors c'est important. Attention, c'est pas ce que je dis, parce que si mon contenu a fonctionné cette année, c'est les deux en fait. C'est cette pure authenticité. Et c'est en même temps, ça fait tellement de temps que je suis dans le marketing que je le réfléchissais pas, mais si vous regardez tous mes reels, il y a un hook, il y a une petite boucle narrative. Je regardais un peu ça pour préparer l'émission et tout. Ouais. C'est toujours comme ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est pas juste pour réussir mon reels, c'est juste pour plus impacter. C'est juste le meilleur moyen de plus impacter. Ouais, c'est vrai, c'est très juste, parce que les gens oublient que les réseaux sociaux, à la fin, c'est juste des traductions en chiffres d'à quel point un message dans la vie réelle, de cette manière-là, aurait impacté les gens. Et quand tu as une entreprise qui tu penses qu'elle fait du bien, le chiffre d'affaires, c'est la même chose. C'est pas l'argent pour faire de l'argent, ça c'est la conséquence. Mais c'est si j'ai fait beaucoup d'argent, alors j'ai eu beaucoup de clients. Alors beaucoup de clients ont été impactés par le produit que j'ai créé. Et donc, positivement, parce que je pense du coup, que c'est positif, je pense que c'est le bon truc. Je me posais alors une question qui peut être méga maladroite et méga mal perçue, tout ça je l'anticipe. Vas-y à fond, vas-y à fond. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi où à un moment, ça a pu te traverser l'esprit de te dire, putain, par rapport à une situation, hein, ou qu'importe, putain, je suis content d'avoir un cancer. Ah mais je l'ai dit juste avant, c'est une bénédiction. Non mais je parle pas dans le côté parce que j'ai appris plein de choses, parce que du coup j'ai réalisé des choses, vraiment dans le côté où ça peut être vraiment un truc débile, mais ah bah du coup là j'ai une excuse pour plus travailler ou enfin là pour pas travailler aujourd'hui, et du coup personne va m'emmerder, ou ah bah non là si je suis un peu chute avec ma femme, bah en fait vu que j'ai un cancer, bah d'un côté tant mieux, elle me cassera moins les couilles. Okay, c'est horrible ce que je dis, mais est-ce que tu t'es pas au moins traversé l'esprit une fois? Pas une fois. D'accord. Pas une fois parce que dans ma vie je n'ai jamais cherché d'excuses. Mais jamais. Mais ça, avant cancer, pas avant cancer. D'ailleurs, c'est un bon sujet, je pense qu'on peut amener quand même sur la table. Il faut se préparer avant la tempête. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, Kémy, t'as créé ton mindset, tes outils en dev perso, tes trucs pendant ton cancer. Ah, pas du tout. Moi, depuis que je suis comme ça, mon père, il me met des livres dans la main. En fait, c'est comme si quand ça, c'était le test, le vrai gros test que tu faisais. Exactement. That's it. C'est pas en pleine tempête que tu arrives à apprendre, parce qu'en pleine tempête tu te prends des coups dans la gueule de partout. Moi j'étais dans mon lit, je devais tenir ma main comme ça pour savoir que j'étais en vie. Oh la vache. Donc c'est pas là que je vais level up mon mindset et me faire des constructions et des schémas intéressants pour grandir. La tempête on la prépare avant. Et je vais prendre un petit métaphore avec la boxe. Tu perds tes cheveux et tout, c'est quand même tout, mais c'est dingue. C'est extrêmement dur. Donc ça c'est quoi la métaphore avec la boxe? Le combat tu le prépares avant. C'est ça la métaphore, c'est que c'est avant que ça se passe, c'est pas quand t'es sur le ring. Quand t'es sur le ring, t'as quelque chose. J'ai fait beaucoup de combats, dont des gros combats. Mon plus gros c'était Allen Fusion Live à Anvers, c'était quelque chose de très gros en boxe taille. Je savais pas que tu faisais de la boxe taille. Ouais, j'ai fait de la boxe taille, c'était en kickboxing à Anvers. Et sur le ring, tu penses à rien. Justement, t'es parfaitement dans le moment présent et juste tu fais ce que t'as préparé pendant des années. Donc pareil avec le dev perso. C'est même ton inconscient. Exactement, mais bien sûr, c'est justement, et je trouve que la boxe, moi j'aimais le faire, tu sais pourquoi? Parce que c'était l'outil qui me permettait d'être profondément dans le moment présent. Et du coup, c'est parfaitement ma conscience, mais ma conscience pure, qui me drive. Et donc, comme avant la boxe, comme dans tout, comme dans l'entrepreneuriat, tu te prépares avant. C'est pas quand il y a les problèmes que tu te dis comment je gère mon truc. Ça a toujours été avant. Donc, le petit message, c'est quand on me regarde, dites-vous pas, je vais attendre d'avoir un problème pour me développer personnellement, etc. Non, vous allez vous manger des portes et des murs et des kicks de partout. Ouais, faut être super fort, en fait. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est un déclic sur toute ta vie, mais c'est pas un déclic sur tes compétences, ce que tu veux. C'est juste, en fait, t'as essayé de réagir au mieux avec ce que tu savais faire. Là, je suis d'accord. Et puis, t'étais très entouré, tout ce que tu veux. Et ça, pour le coup, les gens qui sont seuls pour affronter quelque chose comme ça, c'est super difficile, tu vois. Et alors moi, j'avais une dernière question, sauf si Sox, toi, t'en as d'autres, tu vois. C'était... ça aurait été quoi le message que tu aurais fait passer à ta fille ou à ta femme, et même j'ai envie de dire à toute la communauté d'entrepreneurs qui te suivait, si jamais tu l'avais pas fait, si jamais t'avais pas réussi à vaincre ce cancer, ça aurait été quoi ce que tu aurais voulu que les gens retiennent, et pas forcément d'ailleurs même sur l'ikigai ou autre, même juste sur, je sais pas, un message de vie ou personnel, tu vois. C'est une bonne question. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'une seule chance d'être heureux, alors ne la gâche pas. That's it. C'est vrai.
Là, moi, il y a un gros truc que je retiens là, de l'échange avec toi, c'est quand tu disais avant, je vivais beaucoup pour mon travail, dans le bon sens du terme, hein, mais c'est vrai que nous, on est tellement là-dedans. Enfin, moi, le week-end, j'ai hâte que d'un truc, c'était la semaine. En vrai, si j'avais pas la boxe le week-end, je déprimerais les week-ends. Alors que normalement, quand t'es à l'école, c'est l'inverse. T'es le plus heureux le vendredi soir et t'es déprimé le dimanche soir. Nous, on le voit beaucoup avec nos amis qui sont plutôt en CDI ou salariés. Et qui aiment pas leur job. Et leur week-end, par exemple, ils sont vraiment ravis de, par exemple, de se mettre des décharges en soirée et tout. Ouais. Et vraiment important. Ils le font pas parce qu'ils sont déprimés et que la vie est horrible. Hein. C'est vraiment important de le dire parce que si les gens, parfois, ils interprètent mal. Ils sont juste en mode, c'est ça leur prime de la semaine. Ça veut pas dire que leur semaine est horrible. Ça veut juste dire que c'est ça le prime de leur semaine. Et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus de mal, même d'ailleurs c'est un problème, mais j'ai parfois de plus en plus de mal à vraiment passer des très bonnes soirées un peu où tu te bourres la gueule, tu danses, tu fais le con et tout, tu vois. Moi aussi, mais moi ça m'emmerde, moi je sors plus. Hein. Moi je suis devenue une mamie. Mais toi t'es une mamie, toi. Oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait j'adore aller au taf, quoi. En fait, je crois que. Et c'est là le move qui est très compliqué, tu vois, et moi j'en sais pas plus que vous là-dessus, mais ta vie c'est pas ton taf. Je sais. Et tu sais, souvent même être ultra focus dans un truc, parfois, ça peut cacher d'autres choses. Tu vois, ça peut cacher d'autres, peut-être. En fait, en réalité, tous autant que nous sommes, on a tous un vide à combler. Ça, c'est. Attention, ça, je suis très d'accord. Je croyais que tu veux dire, en fait, t'es pas heureux dans ton couple et tu te caches. Non. Je croyais que c'était en mode. C'était dans un mode. Non, pas du tout. En fait, t'as tué des gens. Non, pas du tout. Mais on a tous un vide à combler. Oui, mais ça, je suis d'accord. Et on cherche à le combler avec des choses souvent extérieurs. Les achievements, le travail. Oui, et en importe, fait, il y a le travail ou autres peuvent t'apporter ce. Ils peuvent t'apporter, mais en réalité, la liberté profonde, elle n'est pas dans le travail. Et elle est justement, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Je me suis senti profondément libre, justement, aujourd'hui, où je déconnecte du travail, où je prends ma moto, où je pars tout seul pendant 2-3 jours et que je fais rien. Elle est là, la liberté. Quand tu as besoin de faire des choses, œuvrer, aller chercher des achievements pour se sentir vivre. Et c'est encore aussi, moi, ça m'arrive pas. Je suis pas. C'est pas un truc comme ça, hein, c'est d'être libre. Oui, c'est pas l'un ou l'autre. Non, voilà. Mais quand tu as tout le temps besoin de ça, c'est qu'au fond, tu vas chercher des choses extérieures pour t'approuver, pour se sentir bien, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas dans ce que tu fais, c'est dans ce que t'es libre, tu vois. Donc, anyway, peu importe ce que tu fais, si tu le fais à outrance, parfois, ça peut cacher des choses et ça rend pas libre. Il y a un sage qui dit le poison est dans le dosage. Et c'est exactement ça. Quelqu'un qui taffe du lundi au dimanche 14 heures par jour, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a probablement un problème. Ouais, et là, je pense qu'on a tous quelqu'un en tête quand tu dis ça. C'est toi qui me l'as dit. Oui. Bon, quoi ? Comment ça, c'est moi qui t'ai dit ? Non, mais moi, je bosse pas 7 jours sur 7, t'es marrant. Ah, tu m'as dit 14 heures par jour. Non, mais en ce moment. Voilà, ok. Cool. Je tiens pas non, sinon. 14, non. Bah, hier, si, avant, oui, aussi. Tu vois, et donc, et t'as vu que c'est pas ta vie. Non. Heureusement. Et donc, non, mais moi je voudrais pas être comme ça, justement. D'accord. Parce que justement, quand dans ces périodes de l'année, il y en a souvent, ça dépend des périodes, mais ça m'arrive souvent d'avoir des semaines comme ça. Je me dis, mais t'as des gens, ils ont ça toutes les semaines. Mais c'est un enfer. Voilà, bah, bien sûr. Bah voilà, bah, tu me rassures alors. Mais donc, c'est que t'as quelque chose à. Oui, en plus. Non, mais justement, j'adore le travail dans le sens où je travaille beaucoup, mais de manière où j'ai quand même besoin d'aller faire du sport, le temps de me coucher tôt, le temps de voir une série. Donc, oui, je vois pas beaucoup de potes, mais en fait. J'ai le temps quand même d'avoir une vie, qu'on soit clair. Hein, donc c'est rassurant. Et donc c'est là le truc, c'est que tu travailles à fond et qu'il n'y a que ça. Ah oui, non, mais faut être. Comment soit on suicide, soit il n'y a plus que l'argent qui compte parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ouais, grosse dépression. On est d'accord. Et d'ailleurs, même grosse dépression post-succès. Il y a eu il y avait un article du Monde ultra documenté, méga pertinent sur les dépressions post-victoire olympique. Des champions, en disant que y a beaucoup de champions olympiques, ils ont la médaille d'or, et du coup c'est and so what. Ouais, c'est ça. Et là c'est le vide. Et Eric Larchevêque en a parlé dans un podcast, il a dit quand j'ai fait mon milliard, enfin quand il s'est valu un milliard, and so what aussi. Ouais, and so what. Et c'est là où ce que tu dis sur l'interne, de fait que ça émane de toi plutôt que ça vient d'autres activités externes, fait que c'est pour Eric Larchevêque, c'est 500 millions ou 1 milliard, aucune diff, aucun alignement supérieur de dingue qui change tout, et que tu sois médaillé de bronze, d'or ou pas du tout, tu vois. Parce que c'est ici maintenant que t'es bien. Et du coup, tu prends ça en bonus et plus en objectif unique, tu vois. Ouais.
C'est ça, Oui, c'est ça, puis. l'idée. Ouais. Parce que si tu conditionnes Je suis ton d'accord. bonheur à quelque chose d'extérieur, ça fait un bonheur hyper fragile. Ouais. On est d'accord. Parce que du coup, en plus, l'être humain a tendance à conditionner son bonheur à des choses out of control. Ouais, Sa bien sûr. femme, Mais son justement. conjoint, tu vois. Mais c'est pour ça C'est que mais horrible. c'est d'ailleurs normal. C'est parce que comme tu peux pas le contrôler, tes émotions. C'est plus addictif et tout, quoi. bah, bien Exactement. sûr. Mais on est d'accord que c'est un schéma. C'est Quand on débile. regarde Mais l'extérieur, c'est un peu très con. toxique. C'est con. Bah, Ouais, bien mais c'est sûr. sûr que c'est con. Mais quand tu dis effectivement, mais on part juste du fait que je me réveille le matin et je suis en bonne santé, ça suffit à être heureux. Bah, c'est sûr que ça vient de l'interne et c'est magnifique. C'est ça. Mais sauf que ça, c'est déjà tellement acquis Ouais. qu'on va penser à ce qui n'est pas acquis. Et là, C'est ça. conjointe. Je suis d'accord. Il y a un truc hyper important que j'ai vraiment envie de faire passer ici, c'est que tout ce qu'on dit, c'est vraiment pas, je pense, en contradiction avec le fait de créer, Bien œuvrer, sûr, ouais. monter des projets, faire des millions, justement. pourquoi pas des milliards. Mais justement. Et justement, t'es dans les meilleures conditions pour le Bah faire. ouais, tu vois. je suis d'accord. Et ça, c'est hyper important parce que tu sais, souvent, il y a ce truc-là de dev perso, bah, on s'en fout de l'argent. Non, mais ça, c'est la vie, blabla. c'est faux. Il y a l'autre côté, l'autre polarité, on fait Make du money, cash, ouais. make money. Et en fait, non, on peut être les deux. Et Ouais. faire ce cash, ce make Chacun money, avoir sa dose, être bien ouais. avec ses parents. Je pense que t'as une belle relation avec ta maman, je crois. Tu peux être bien avec tes parents, tu Valorant peux être aussi, bien hein. avec ta famille. Ouais, parce que tu l'as plus montré, du Oui, coup. oui, non, mais. Mais, J'adore ma mère. Oui, à moi, Maman, si tu oui. regardes. non, mais donc, tu vois, et pourtant, je crois que ta maman, c'est aussi une faiseuse, c'est aussi Ah quelqu'un qui a bah, on fait serait pas pareil des- sinon, je pense. Voilà, tu vois. Donc, on peut avoir, et tout à l'heure, ce que tu l'as dit, je veux tout avoir. Ouais, moi, je veux tout avoir. Et je crois qu'on peut tout avoir ce qu'on veut. Ce qu'on désire profondément. Parce que tu sais, courir dans la course de l'autre, tu peux que perdre, tu vois. Ouais, Et il y en a plein, tu vois. T'as déjà vu plein d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs, mais mec, t'as pas- même moi, ça m'est arrivé il y a enfin, on fait un chiffre d'affaires qui est très bon, mais je vois quelqu'un d'autre dans mon écosystème qui en fait un encore meilleur, et je suis heureux, mais je suis en mode, il me reste encore du chemin à parcourir. Instantanément, t'es saoulé. Ouais. Non, mais je suis même pas saoulé, mais je me dis, un des premiers trucs que je me dis, c'est il reste encore du chemin à parcourir. Alors que de ce que tu dis, et je trouve ça très juste, et c'est de plus en plus mon mood, mais c'est, bah non, en fait, il y a juste pas plus ou pas moins que. C'est ton chemin. Ouais, de toute façon, c'est. Enfin, Et puis c'est incomparable surtout. évidemment qu'on va progresser dans les années à venir, mais il y a pas plus, pas moins. Enfin, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de. Et c'est là où t'es sublimé. Et regarde, tu le vois de toute façon. Vous réussissez dans le média et vous faites des choses. Je vous suis depuis un moment. Ouais, Et, c'est longtemps. et je vous trouve exceptionnel. Vous êtes exceptionnel de par ce que vous êtes, de par ce que Merci, vous c'est faites. adorable. Mais c'est une vérité. C'est 80, c'est 1%, 0,01% des gens qui sont capables de faire ce que vous faisiez. Mais il y a souvent une métrique quand même commune qui est vous faites ce que vous aimez. Ouais. Et toi, Valorant, de ce que je vois de ton contenu, etc., j'ai l'impression que tu es imprégné par une mission. Ouais, moi, Et là, ça te dépasse. Et c'est là où tu Ouais. deviens sublime et que tu fais des choses et que tu sais continuer là où les autres s'arrêtent, que tu sais faire des choses que les gens savent pas C'est faire. très vrai. C'est parce que ça te dépasse. Toi, t'es beaucoup plus animé par émission que moi, par exemple. C'est ce que je ressens Ouais, en tout cas. mais C'est ce beaucoup que je plus. ressens. Bah, moi, en fait, je refuse, c'est vraiment le mot, je refuse de laisser le pays partir dans tous les sens alors qu'il y a tellement de gens talentueux. Moi, c'est vraiment mon sujet, il est juste là. Donc après, évidemment que la manière débat dans le média ou média tout court et groupe média, c'est potentiellement la manière la plus puissante, rapide et accessible d'impacter très massivement le pays. Mais moi, mon sujet, c'est comment on fait en sorte que on puisse réussir à révéler tous les gens talentueux et brillants de France et que ces gens-là apportent beaucoup de choses au pays en créant des boîtes, créant des assos, créant de la musique, de l'art ou autre, tu vois. Et c'est vraiment ce message-là qui, moi, me parle le plus, c'est... Enfin, il est anormal qu'aujourd'hui, la principale source d'enrichissement de notre génération, ce soit l'héritage. C'est anormal. C'est anormal qu'il y ait des gens brillants qui se cassent aux États-Unis parce qu'ils sont mieux payés. C'est anormal que des gens qui se donnent un mal de chien soient mal considérés par la population, les médias ou la fiscalité, alors que des politiciens le sont plus correctement, alors que pour le coup, beaucoup d'entre eux sont vraiment responsables de la planète. Et globalement, ça a un point de résumé qui est il faut changer le système d'incitation. Il faut changer la manière dont on fait les élections, il faut changer la manière dont Enfin, en gros, il faut changer la manière dont on structure la vie du pays, et ça, pour le coup, je pense j'y arriverai jamais complètement, mais c'est hyper stimulant, parce qu'il y a toujours un nouveau chantier, quoi, en fait. Et tu mets ta pierre à l'édifice. Ouais, bah, une petite pour l'instant. Non mais anyway, tu mets ta pierre à on va l'édifice. essayer d'en faire Donc le c'est plus ça, grosse tu possible. vois, tu vois. regarde, il parle, il y a une mission. Ouais. Il y a sa mission de vie. Et quand t'as ta mission de vie, très peu de choses qui t'arrêtent. Très peu de choses. Regarde, même demain, moi je suis persuadé que là tout de suite, tout ce qu'on a autour de nous, le bureau s'arrête. Tu reprends ton petit bureau, ton petit PC, tu revas solo et tu fais des choses. Ouais, Clairement. c'est sûr. Bah, il le fait même alors que le bureau s'est pas arrêté. Hein. Oui, voilà, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, à une époque, quand on était dans les deux, trois premières années du crayon,
il n'y avait pas que le crayon, il avait toujours un projet à côté. Elise, Founders Night. Elise, Founders Night, Teddy's à l'époque et tout. Il y avait toujours, après Thai Clubs, il y avait toujours un projet à côté. Le type était tellement hyperactif que le week-end il travaillait, il développait un truc et machin. J'étais, mais il peut pas s'arrêter le mec, tu vois. Et pourquoi tu veux ça? Je sais pas, en fait, c'est un mélange de plein de trucs. Il y a mon côté sale gosse où j'ai envie de lâcher des trucs dans la nature qui changent un peu un paradigme. La Founders Night, Elise, c'est des choses qui, pas à la marge, hein, on est d'accord, hein, c'est pas, on est très 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 loin des géants du numérique américain, mais on changeait des petits paradigmes, on mis un petit signal de tiens, il se passe des choses, on peut améliorer la situation. Donc ça c'est le côté un peu très égocentrique, sale gosse, tu vois, juste envie de foutre le bordel positivement. Ouais, c'est ça, comme disait Xavier, il a une sacrée envie de foutre le bordel. Voilà. Okay. Ça c'est vraiment, alors là vraiment c'est ça le mantra. Et après, d'un point de vue plus mission, on va dire, tout ce que tu veux, c'est montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources et même beaucoup de talent pour pouvoir vraiment impacter les choses. C'est juste qu'il faut s'y mettre et il faut s'y mettre beaucoup à répétition. Enfin, j'ai monté peut-être une dizaine de projets dans ma vie. Il y en a réellement, on va dire, 4 qui ont vraiment bien marché. Tu as énorme, 40% de taux de succès sur des projets. Ouais, mais moi je le ressens pas comme ça parce que moi chaque projet j'ai donné ma life en mode genre j'ai mouillé le maillot, tu vois. Le marché, ça dépend ce que t'appelles marché. Oui. Pour moi, Elise qui n'a pas gagné d'argent mais qui a été un top 1 App Store Play Store, ça a marché. C'est ça que Sexine est plutôt. C'est là où t'es drivé par la mission de vie et c'est beau. Et pourquoi tu veux faire ça? En fait, moi je te pose cette question parce que j'ai envie de savoir pourquoi pour toi tu le fais. Moi je le fais pour toi, mais vraiment pour toi. Parce que j'aurais rêvé, moi je le fais en pensant à mon Valorant jeune, quoi. En fait, je le fais parce que j'aurais rêvé que quelqu'un comme moi, mais comme plein d'autres, existe quand j'étais plus jeune. J'aurais rêvé de pouvoir ouvrir la presse. Je prends un exemple tout con, mais il y a un entrepreneur qui s'appelle Stéphane Boucris qui avait monté une espèce de site de triche pour les lycéens qui avait beaucoup tourné et qui avait tellement tourné que ça avait été supprimé par l'État. Il n'a pas eu trop de problèmes judiciaires et voilà. Et j'étais en mode ça m'inspire. Pas parce que c'est de la triche, parce qu'il y a un gars qui se lève et qui dit tiens, on va aller chatouiller ce truc-là, on va aller emmerder ce truc-là, on va aller voir ce qu'on peut créer de plus positif, de mieux foutu. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aime qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent le matin et qui essaient de concurrencer des choses établies qui fonctionnent moyennement. Ça, moi, ça m'anime parce que j'aime que la France produise de l'excellence et de l'excellence qui serve à tous, tu vois. On a des médecins géniaux parce que on a de l'excellence, on a des ingénieurs géniaux parce qu'on a de l'excellence, on a des entrepreneurs géniaux parce qu'on a de l'excellence et moi, c'est ça que j'ai envie de valoriser. Et qu'en fait, tout le pays s'en trouve transformé, on vivrait dans un pays de malade mental. Et tu crois que ça peut exister ? Je crois que ça vaut le coup d'essayer. Okay. C'est aussi con que ça. Et c'est pour ça que moi, je me barrerai jamais en Thaïlande, à Dubaï, en Espagne ou ailleurs. Ouais. Pourquoi je bougerais de France? Moi, je préfère qu'on essaye de faire des trucs ici plutôt qu'on se dise de toute façon, c'est perdu. T'es missionné. T'es missionné, bah si, c'est vrai, t'es missionné. Donc t'avances, tu fais les choses. Oui, mais j'aime pas trop mettre ça en avant parce que j'ai toujours l'impression que quand tu mets trop de vertu en avant, c'est presque plus pour les autres que tu as de la vertu que pour toi-même, en fait. Donc c'est pour ça, j'ai une mission, et c'est clair, j'en ai parlé même à plein d'endroits, mais j'essaie d'être très modeste sur la mission. Autant je peux être arrogant dans plein de choses, dans des choses qu'on accomplit, des choses dont je suis fier, autant sur la mission, j'essaie d'être très humble parce que j'ai trouvé que... En même temps, tu prends un énorme bloc aussi. Oui, mais j'ai trouvé que beaucoup trop de gens étaient trop arrogants avec leur mission, et je trouvais que ça nuisait à leur cause, en plus d'être très énervant pour l'adhésion qu'on avait au projet. Et il y a quelqu'un que je trouve excellent par rapport à ça, par exemple, c'est Arthur Aubeuf de Time for the Planet, où le discours qu'il a, t'as envie de le rejoindre, t'as envie d'aider sur l'écologie, sur la transition climatique et tout ce que tu veux. T'as envie de l'aider parce qu'il te dit on va pas arrêter de faire des apéros parce que le monde se barre en cacahuète. Il faudra juste qu'on les fasse différemment. Et moi, j'aime ce discours-là. Et ça, c'est la grande leçon de Gandhi. C'est la grande leçon et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là où tu mets le focus, l'énergie y va. Si tu mets le focus aux choses négatives, t'es vénère, mais du coup, faut plus manger ça, faut plus prendre la voiture. Il y aura que de la négativité. Alors que quand tu mets le focus sur juste on va mieux vivre, on veut pas être contre les choses, on va les faire avec à côté, toujours la même chose. Ça crée tout de suite mieux. Complètement. C'est cool. Et dans le débat, du coup, dernière chose dans le débat. Est-ce que tu penses que du coup il n'existerait pas de débat si on n'était pas face à face mais à côté? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il existerait quand même parce que je pense que le débat, c'est d'abord et avant tout la volonté de questionner le consensus. Je trouve qu'on nous impose des consensus qui sont une mauvaise chose. Genre quoi? Je prends un exemple. Pour moi, par exemple, je suis en France et j'ai l'impression que rien m'est imposé.
Alors moi je te prends un exemple de consensus que je trouve vraiment problématique, c'est le consensus que la France doit être un pays où l'État a une place aussi importante dans l'économie et dans la vie des Français. Ça, moi, c'est un truc où je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste, est-ce qu'on a le droit de questionner ça? Et moi, je suis pas un libertarien stéroïdé qui veut pas d'État ou juste du régalien. Non, moi, une sécurité sociale, je trouve ça génial. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve génial dans la France, l'école de la République et tout. Juste, est-ce qu'on peut questionner ça? Et le fait qu'on ne puisse plus le questionner sous peine de, en gros, d'être un peu jeté en pâture, et ça de différents noms. Hein. Tu vas avoir les éco-terroristes quand c'est sur l'écologie, tu vas avoir l'extrême droite quand ça va être sur des questions, on va dire, de c'était mieux avant, ça va être des capitalistes horribles quand ça va être des questions de fiscalité. Donc, tout le monde a son lot de trucs. Moi, j'aimerais juste qu'on puisse. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut mettre les yeux sur la table? Un exemple, mais ça, peut-être que les gens vont vraiment me détester pour ça, mais la retraite par capitalisation. Tout le monde, le débat n'a même pas eu lieu. Moi, je dis pas qu'il faut qu'on l'ait. Je dis juste il faut qu'on en débatte. Et ça m'énerve qu'on en débatte pas. Et c'était pareil sur la 5G. Il y a des gens qui disaient ouais, moi je suis contre qu'on ait la 5G en France. Moi, par exemple, je suis plutôt pour. Mais j'ai trouvé ça dingue qu'on ne puisse pas en débattre. Et que les gens qui ont criminalisé en mode non, mais eux, ils veulent vivre à l'âge de pierre. Non, ils veulent pas vivre à l'âge de pierre. Ils posent des questions. On a le droit de poser des questions ou pas? C'est vraiment ce truc-là, en fait. C'est faire de ce pays un pays antifragile intellectuellement. C'est vraiment ça, le débat. Il y a des gens. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait débattre? Tout le monde? Je pense que tout le monde devrait débattre. En revanche, on ne devrait pas forcément diffuser nationalement les débats de tout le monde. Ouais. Okay. Tu vois. Mais tout le monde devrait débattre. Et nous, le but du Crayon, c'est d'être des modèles de débat pour que, dans ta famille, avec tes amis, avec tes proches, clairement, au boulot, tout ce que tu veux. Il n'y a pas meilleur de façonner son esprit critique que de débattre. Hein. Exactement. Et en plus avec les réseaux sociaux où constamment t'es dans tes propres bulles idéologiques et bulles algorithmiques, si personne challenge ce que tu penses, les réseaux sociaux vont encore plus te conformer dans ce que tu penses déjà. Donc en fait, constamment tu restes dans ta bulle, et même toi, même pour ta propre santé mentale, mais même pour des projets que tu pourrais développer, des gens que tu pourrais rencontrer, des idées différentes de points de vue de la vie ou de n'importe quel sujet, si t'as pas des gens qui rentrent en contradiction avec toi, c'est compliqué. Hein. Donc c'est aussi pour l'esprit critique. Quoi. Et même les parents rentrent de moins en moins en contradiction avec leurs propres enfants. Tu vois le truc? Donc il faut démarrer tôt cette mission au débat. T'as complètement raison. Et l'esprit critique, ça rend intelligent et ça rend heureux. Et nous, on en est vraiment convaincus. Et parler, ça fait grandir. Merci beaucoup Kémil, merci d'avoir pris le temps. C'était vraiment passionnant et je pousse tout le monde à aller regarder sur Instagram. Ils peuvent retrouver même presque tout le fil de ce que tu as vécu. Ouais, clairement. Je me suis mis un peu pour préparer l'émission et j'ai trouvé ça bluffant. J'ai vraiment eu des frissons. On était sur le cul avec Val. C'est vraiment, moi je trouve que c'est incroyablement courageux ce que tu as fait. Et dans l'aventure que tu vas mener là sur un peu l'alignement et l'ikigai et tout, et même dans tes prises de parole, continue de parler de ce sujet, et même dans 5 ans, même dans 10 ans, même si elle était complètement éloignée des problèmes de santé, continue de rappeler ce sujet, parce que ça a été, pour des gens comme nous, très important, donc je pense pour des centaines de milliers de personnes, une vraie décharge positive sur beaucoup de choses, tu vois. Je suis d'accord. Un bon retour sur Terre. Merci. Ciao les amis, j'espère que c'était cool.